Voilà, je vois qu'il est 14h08. Je vous propose de commencer, hein, les autres, voilà, nous rejoindront. Donc, on va commencer sans plus tarder. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à cet atelier en ligne des stratégies concertées de lutte pour l'abandon des mutilations sexuelles féminines. Si mon écran veut bien, voilà. Parfait. Donc aujourd'hui, voilà, c'est le troisième atelier en ligne, hein. Donc on est déjà un petit peu rodé sur la formule. Donc depuis janvier 2022, on a décidé aux stratégies concertées de pouvoir creuser la thématique de la série Psy autour des mutilations sexuelles féminines. Et donc pour ce troisième atelier, nous allons aborder la question de l'excision et la protection de l'enfance. Quel accompagnement thérapeutique ou quel soutien psychologique pour les enfants? Et donc, j'ai le plaisir de modérer cet atelier en ligne. Je suis Marianne Guéna, je suis la coordinatrice du réseau bruxellois et wallon des stratégies concertées de lutte pour l'abandon des MJF, donc des mutilations sexuelles féminines. Et donc, avant de commencer d'aller voilà, d'emblée dans le sujet, je propose de faire un petit rappel des consignes, hein. Donc, je sais que c'est assez redondant voilà, pour les personnes qui participent de manière constante, mais c'est toujours important de rappeler tout simplement les consignes, mais aussi ce que c'est que le réseau pour les nouvelles personnes. Alors, pour l'atelier aujourd'hui, voilà, je vous propose de couper votre micro pendant les interventions, de renommer, voilà, de vous renommer, mettez votre nom et le nom de votre institution ou alors juste votre nom à votre convenance. Bien évidemment, l'atelier, comme tous les autres ateliers, il est enregistré. Donc, pour ceux ou celles qui ne souhaitent pas apparaître sur l'enregistrement, vous avez voilà, le choix, hein, de couper votre caméra. Et donc, l'objectif de ces enregistrements-là, c'est de pouvoir laisser ces vidéos en libre voilà, consultation sur le site des stratégies pour les personnes qui n'ont pas pu se joindre à nous, tout simplement. Et donc, les vidéos sont enregistrées dans l'onglet outils tech du site, hein. N'hésitez pas si vous souhaitez partager le contenu autour de vous avec votre professionnel. C'est pour ça, justement, que nous enregistrons ces ateliers en ligne. Et enfin, lors des échanges, je vous propose de soit lever la main ou si vous souhaitez poser une question ou intervenir, ou pour ceux ou celles qui ne souhaitent pas prendre la parole, vous pouvez directement adresser vos questions dans le chat. Voilà. Alors, je vous propose de vous faire un petit rappel, hein, finalement, de ce que c'est que le réseau des stratégies concertées de lutte pour l'abandon des MJF, avant d'entrer dans le vif du sujet, ce qui nous rassemble aujourd'hui. Donc, en fait, les stratégies concertées, c'est un réseau qui réunit les acteurs et actrices voilà, qui proviennent de différents secteurs en Belgique, qui sont concernés par la thématique des mutilations sexuelles féminines. Et donc, le réseau existe voilà, depuis 2008 et depuis voilà, 2019, on a une coordination en Wallonie. Et donc, le constat qui a été fait, c'est que tout simplement, il y avait un besoin de coordination finalement des différentes actions des acteurs et actrices de terrain qui menaient des actions sur les MGF. Et c'est pourquoi, voilà, c'est le pourquoi de ce réseau. Et donc, l'objectif, c'est tout simplement d'améliorer la coordination, mais aussi la qualité des différentes interventions, que ce soit en région wallonne ou en région bruxelloise, mais encore plus, c'est de faire connaître ces interventions-là par des instances aussi bien politiques qu'administratives, hein. Je vous propose voilà, pour ceux ou celles qui ne sont pas encore membres et qui souhaitent se joindre au réseau des stratégies concertées, il faut dire que au niveau national, on a un peu plus à 1000 membres, hein, 1000 membres, pardon, qui constituent ce réseau. Et dans les différents acteurs, il y a aussi bien les professionnels que voilà, les personnes concernées, les militants, militantes, et voilà. Alors, pour ceux et celles qui ne sont pas encore membres du réseau des stratégies, vous avez 5 bonnes raisons pour nous rejoindre, hein. Donc, la première, c'est tout simplement rejoindre ce réseau vous permettra de vous former, hein, tout simplement sur la question des MGF, mais aussi savoir mieux comment orienter et aussi accompagner les femmes, les filles concernées par les MGF, couramment par l'excision, quoi. Et donc, l'objectif aussi, c'est de pouvoir rester informé à travers la newsletter, mais aussi être au courant des différentes activités des partenaires, des formations, des nouveaux outils.
Et ça vous permet également de pouvoir communiquer aussi sur vos activités autour des MGF, hein. Donc voilà, la newsletter est aussi là pour ça, partager les différents événements des membres du réseau, tout simplement. Et le quatrième objectif, ce serait aussi de faire connaître les acteurs et actrices qui travaillent sur la thématique des MGF, aussi bien en région wallonne qu'en région bruxelloise. Donc ceux et celles qui ne sont pas encore membres, c'est vraiment l'occasion de rejoindre cette communauté. Donc, faire connaître aussi la démarche de votre structure, hein. Et comme je disais, aujourd'hui, on a un peu plus de 1000 membres. Donc, c'est vraiment, voilà, ce sont les 5 bonnes raisons, voilà, pour voilà, dresser ici, hein, pour que vous puissiez, si vous avez envie, rejoindre le réseau des stratégies concertées. Alors, je vous propose de passer à la slide suivante. Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Donc là, on entre dans le vif du sujet, ce pourquoi on est là. Donc, aujourd'hui, on va poser un petit moment sur l'excision et la protection de l'enfance. L'objectif de cet atelier, ce serait de voir finalement c'est quoi l'accompagnement thérapeutique, quel accompagnement, mais aussi quel soutien psychologique on prévoit pour les enfants. Donc, voilà, on essaiera de répondre à un certain nombre de questions, bien évidemment, hein. L'objectif ici, c'est aussi le partage de pratiques, d'expériences. Donc, n'hésitez pas à venir avec vos questionnements, votre pratique de terrain, pour partager cela avec les autres, mais aussi avec les intervenantes. Et donc, voilà, la séance d'aujourd'hui s'articulera autour de 3 questions. Premièrement, de savoir comment est-ce qu'on s'y prend finalement lorsque la personne qu'on accompagne est une mineure qui a risqué l'excision. Secondement, ce serait de dire quels sont les éléments finalement qui nous paraissent essentiels lors de cet accompagnement individuel avec les mineurs qui ont risqué l'excision, en l'occurrence ici les petites filles, hein. Et au final, c'est vraiment de se dire comment on effectue le suivi individuel tout en renforçant finalement cette capacité-là, notamment la capacité de la famille à protéger les enfants. Donc voilà un petit peu, en bref, les 3 questions qu'on essaiera un petit peu d'aborder lors de cet atelier. Et donc, pour cet atelier, on a invité 2 intervenantes. On a invité Éléonore Antoine, Éléonore qui est actuellement psychologue au sein de GAMS Belgique, notamment à l'antenne de Namur. Et on a aussi convié Mariam Abba, qui est coordinatrice des relais communautaires. Mais il faut dire que Mariam Abba intervient ici avec une autre casquette, hein. C'est une casquette de maman, de femme concernée, premièrement, mais aussi de maman solo de 3 filles concernées par l'excision. Elle nous en dira un petit peu plus. Donc, l'objectif, c'est vraiment de croiser ce regard-là à la fois d'une professionnelle, Éléonore, et à côté, d'avoir le regard d'une femme, d'une maman concernée, hein, dont la fille a été à risque, et d'avoir ce regard croisé aussi, et de pouvoir aussi présenter la diversité de situations qui pourraient se présenter à nous. Et donc, la formule n'a pas changé, hein. Donc, on va vous présenter une petite vignette. Ensuite, on va prendre un petit moment de réflexion, de mise en situation, je dirais, avant de laisser la parole aux intervenantes pour les différents développements qui s'en suivront. Je vois qu'il y a une petite question dans le chat. Ah, bonjour. Bonjour, Charlotte. Donc, voilà un petit peu, grosso modo, comment notre après-midi va se dérouler. Alors, je vous propose de découvrir la vignette. Donc, aujourd'hui, cette vignette, je précise, hein, c'est un cas que Éléonore a bien voulu partager avec nous. Bien évidemment, ici, les prénoms sont fictifs, hein, pour garantir l'anonymat des personnes concernées ici. Donc, aujourd'hui, on va s'appesantir sur un cas particulier. C'est le cas de Nour. Donc, Nour et sa petite fille, Saïda. Donc, Nour, en fait, c'est la maman et Saïda, c'est la petite fille. La petite fille a entre 5 et 6 ans. Et donc, elles sont toutes deux d'origine somalienne. Et la petite Saïda, elle n'est pas excisée, mais elle a fortement été exposée. Pourquoi? Parce que, notamment de par la famille de son papa, c'est justement à cause de ce risque d'excision que la maman de Saïda a fait une demande de protection internationale pour pouvoir s'installer en Belgique. Et donc, pour rappel, hein, le risque d'excision est un motif de demande de protection internationale en Belgique. C'est juste une petite parenthèse. Et donc, on observe dans cette vignette que l'entretien entre
voilà, les parties prenantes se fait voilà, il y a la présence d'un interprète ou d'une interprète somali, voilà, voilà, pour interpréter les propos de Saïda et de sa maman. Et donc, voilà. Je vois que dans la vignette aussi, Saïda, elle s'exprime aussi bien en français qu'en somali, mais voilà, généralement, qu'elle parle les deux langues. Donc, c'est vrai que, voilà, grosso modo, voilà un petit peu la vignette. C'est vrai que là, on n'a pas encore beaucoup d'éléments. Et donc, du coup, voilà, moi, je proposerais directement de voir un petit peu, hein, dans ce cas-là, je fais alors tout de suite intervenir Éléonore. On dit, bah, écoute, Éléonore, voilà, bonjour déjà. On a cette vignette-là, donc on a un petit peu le cas qui est présenté là, mais on se rend compte qu'on n'a pas encore beaucoup d'éléments. Donc, je suppose qu'il y a des choses qui vont s'en suivre. Éléonore, je te laisse la parole. Oui, donc bonjour à toutes et à tous. Donc effectivement, il nous manque quand même des éléments. Donc avant toute chose, petit disclaimer, il y a des travaux au-dessus de chez moi. Donc j'espère vraiment qu'ils vont nous épargner tout le long de l'atelier. Donc voilà, on croise les doigts. Donc je vais vous présenter un petit peu plus en détail la vignette. Donc il faut savoir que j'ai choisi de vous présenter cette vignette parce que c'est un cas donc réel. Donc je suis encore actuellement la petite fille Saïda et sa maman Nour. Donc voilà, ici on est réunis en tant que professionnels, c'est vraiment pour partager un petit peu nos pratiques. Aussi, le travail il n'est pas fini, donc c'est vraiment une ouverture aux réflexions. Donc toutes les remarques sont aussi bonnes à prendre. Et donc voilà, il faut savoir que ici, de base, le travail clinique, ça concernait vraiment le lien mère-enfant, mais qu'il y a une problématique particulière qui va se dégager propre à l'enfant. Et donc voilà, je vais vous présenter un petit peu la vignette dans son ensemble, mais je vais me baser plus particulièrement sur deux séances en particulier, parce que ces deux séances étaient particulièrement intéressantes et du coup, il y avait vraiment des points à dégager d'attention et de réflexion commune, quoi. Donc voilà, je vais commencer par vous présenter du coup la première séance et puis on fera un petit arrêt et ensuite on parlera de la deuxième séance. Donc comme pour toute prise en charge psychologique des enfants, il faut savoir qu'il y a un cadre particulier à établir avec les enfants. Donc on ne va pas faire un entretien avec les enfants comme on va faire avec des adultes. Donc du coup, pour marquer le début et la fin de chaque séance, donc il faut un peu être créatif. Et ici, moi, donc on a imaginé de débuter la séance avec une petite marionnette qui s'appelle Cacahuète. Peut-être que Marianne, elle pourra montrer la marionnette. Et donc, en fait, on commence avec une petite chanson, tout simplement. Et du coup, l'enfant comprend que la séance, elle commence. Et de la même manière, on termine les séances avec Cacahuète, toujours la marionnette, et on chante. Et du coup, l'enfant comprend que la séance est terminée à ce moment-là. Et donc, lors de la première séance, qu'est-ce qui se passe? Ben, on est moi, du coup, l'interprète, Nour, la maman, et Saïda, la petite fille. Et donc, Saïda, il faut savoir qu'à ce moment-là, elle est habillée d'une belle robe blanche, elle est très bien coiffée. Et donc, en fait, c'est un détail qui va avoir son importance par la suite. Donc, après avoir introduit la séance justement avec Cacahuète, Saïda, elle va s'asseoir à côté de moi. Et de but en blanc, elle va me dire, voilà, j'ai peur d'être excisée, directement. Ce à quoi sa maman va rebondir et elle va me dire un petit peu désespérée que partout où Saïda va et que sa maman l'habille bien, que ça soit au GAMS, à l'école ou ailleurs, elle a peur en fait d'être excisée. Donc, comment est-ce que je vais réagir face à ça? Donc, directement, je vais prendre du temps avec elle, je vais lui réexpliquer qu'on est au GAMS et que donc le GAMS, c'est un peu le lieu où on peut parler de tout, y compris de l'excision et où on protège justement. On va lui rappeler également qu'on est en Belgique et le contexte particulier en Belgique. Et donc, en fait, c'est vraiment passer un long moment de cette première séance à la réassurer au niveau de sa propre sécurité. Et donc, à la fin de la séance, on va un peu lui montrer des flyers, on va lui donner une petite carte de classement pour ses futurs dessins ou d'autres choses qu'elle voudrait mettre dedans. Et donc, Saïda, elle part avec les flyers et la petite farde. Et c'est comme ça que se finit donc la première séance. Donc voilà, donc ça c'est un petit peu les éléments qui sont ressortis de cette première séance, surtout la peur qui est exprimée par Saïda de manière très directe. Et comme on est réunis ici en tant que professionnels, une première chose un petit peu,
J'ai envie de vous demander, vous, comment vous auriez réagi durant cette séance face à Saïda? À quoi il faut être attentif selon vous? Qu'est-ce que la situation, elle éveille en vous, en fait? Est-ce que ça rejoint un petit peu des situations particulières dans votre travail que vous avez déjà eues? Ou est-ce que ça soulève un petit peu des questions? Voilà. Donc, on va peut-être laisser un petit peu de temps pour vous laisser réfléchir. Et puis, on va un petit peu prendre un petit moment pour partager un petit peu tout ça. Tout à fait, merci Eleonore. Je propose qu'on prenne 1 minute, voilà, pour cette mise en Ouais. situation. Ah ben voilà, c'est Cacahuète qu'on voit sur la slide. Je ne l'avais pas vu. Très bien, Éléonore, je propose que, voilà, on a pris 1 minute. Je propose maintenant voilà, là on a présenté un petit peu le cas de la petite Saïda et de sa maman, voilà, qui sont somaliennes. Et comme je disais, d'entame à cet atelier, on a aussi notre intervenante qui est Mariam Abba. Et donc, comme je disais, l'objectif, c'est aussi d'avoir un regard croisé, de vous présenter aussi, voilà, de confronter en fait diverses situations qui pourraient justement vous êtes confrontés, hein, voilà, qui pourraient justement faire l'objet de, voilà, de ce que vous allez rencontrer ou ce que vous rencontrez déjà sur le terrain. Et donc, moi, je propose voilà, d'introduire Mariama. Mariama, voilà, on a présenté ces petites vignettes. Voilà, Éléonore nous a un petit peu montré un petit peu ce qui s'est passé lors de la première séance, notamment la peur de Saïda, d'être bien habillée, bien coiffée, voilà, que ce soit pour aller à l'école ou pour aller à son rendez-vous au GAMS. Et donc, voilà, toi, Mariama, en tant que maman de 3 filles, hein, dont 2 qui ont risqué l'excision, est-ce que voilà, cette première voilà, partie de la vignette où on présente un petit peu euh, les choses, voilà, notamment cette peur de bien habiller, voilà, c'est ça qui tilte en moi qu'a relevé Saïda. Est-ce que ça éveille quelque chose en toi par rapport à tes filles, à toi? Mariama, je te laisse la parole. Merci Marianne. Bonjour à toutes et à tous. Donc moi c'est Mariama, je suis d'origine guinéenne, j'ai 4 enfants dont 3 filles et, et une qui est excisée et 2 autres préservées. Alors moi c'est une découverte, hein, tout à fait que j'ai là avec l'expérience de la petite Saïda parce que de ce que moi je connais chez nous, il n'y a pas vraiment un cérémonial comme ça le jour de l'excision. C'est plutôt après qu'on va essayer de faire des festivités, qu'on va habiller la fille, qu'on va donner des cadeaux. Mais le jour J, la petite, elle va se réveiller, elle ne sait même pas ce qui, ce qui se prépare, elle ne sait rien. On va passer par de la ruse, lui donner quelque chose, amène chez la voisine, amène chez ta tante, amène ceci pour l'envoyer à l'endroit où on va l'exciser. Parce que ce qu'il faut retenir chez nous, on évite quand même d'exciser les filles dans leur maison. On va donc passer chez les voisins ou alors à l'hôpital, en tout cas dans un autre endroit. Mais la fille va se retrouver devant les exciseuses sans savoir pourquoi elle est là. Mais on ne prépare pas vraiment la fille en grande beauté par rapport à le jour de son excision, c'est par rapport à l'après, à la sortie de son excision, quand elle sera guérie, qu'on va l'habiller et lui donner des cadeaux.
Très bien, merci Mariama. Donc voilà, si je comprends bien, voilà, Saïda et Nour, voilà, somalienne. Donc pour elle, enfin, en Somalie, il y a ce cérémonial qui est avant l'excision où la petite fille est bien préparée, d'où cette peur-là que Saïda a pu mettre en évidence. Et donc toi, voilà, tu présentes justement par rapport à cette vignette, toi, tu trouves déjà qu'il y a cette différence culturelle dans le sens où toi, qui est plutôt guinéenne, voilà, le cérémonial se fait plutôt après qu'il y ait eu l'excision et qu'avant, voilà, on essaie un petit peu de trouver voilà, des alibis pour envoyer la petite fille quelque part. Et c'est à cet endroit-là qu'on va l'exciser. Voilà, ça m'éveille une autre question, celle de savoir, voilà, est-ce que voilà, dans la situation qui a été présentée, notamment celle de Nour et de Saïda, est-ce que tu trouves qu'il y a des ressemblances ou alors des différences dans le comportement de Saïda et on va prendre l'une de tes filles qui a été à risque d'excision, notamment le fait que dès qu'elle entre dans le bureau d'Éléonore, la psy, qu'elle dise « moi j'ai peur d'être excisée », par exemple. Est-ce que voilà, il y a est-ce qu'avec tes filles, il y a quelque chose comme ça qui est ressorti ou est-ce que tu veux bien nous en dire un petit peu, s'il te plaît? Eh bien, moi, depuis longtemps que je me souvienne, j'ai essayé toujours de préserver les petites et je ne parlais jamais d'excision parce que pour moi, en fait, psychologiquement, c'est quelque chose que je ne pensais pas parce que moi, j'avais décidé depuis l'accouchement de mon premier enfant qui était une fille et de ne pas exciser mes filles. Donc, c'est un sujet que je ne développais jamais avec mes enfants. Donc, ce qui fait que mes enfants jusqu'à 6-7 ans déjà, voilà, l'âge à laquelle normalement qu'on le fait, ne savaient pas c'était quoi le mot excision. Donc, moi, j'ai toujours fait de telle sorte qu'elle soit préservée. Maintenant, ma première fille, une fois, je suis revenue du boulot et puis elle me dit, maman, mais pourquoi tu ne m'as pas excisée? Moi, j'étais là, c'était comme une gifle pour moi parce que je n'en avais jamais parlé. Et je lui ai posé la question, qui t'a parlé de ça? Et les personnes qui étaient venues lui voir, c'était juste essayer de lui mettre des idées dans la tête et sans pour autant dire, il ne faut pas dire que c'est moi qui te l'ai dit. J'ai dit tout de suite, écoute, dis-moi qui, elle n'a pas voulu. Mais quand j'ai essayé de lui montrer qu'il faut vraiment qu'elle me parle parce que j'étais très, très secouée par cette nouvelle parce que pour moi, c'est quelque chose que je n'en parle jamais à mes filles. Et là, elle me dit, c'est telle personne et moi, j'ai essayé de l'expliquer. Voilà, je ne peux pas lui faire ça parce que voilà, pour moi, je sais ce que l'excision a fait de moi et de ma vie et je ne vais pas vraiment l'exciser parce que c'est pas bon pour sa santé. Et j'ai vraiment discuté avec elle pour qu'elle le comprenne et depuis ce jour, elle n'en a jamais plus parlé de l'excision. Donc, Mariama, si je comprends bien, alors toi, ça a été une stratégie que tu as adoptée de ne pas, voilà, de ne pas aborder la question de l'excision avec tes filles. Et donc, c'est comme ça que tu les protégeais un petit peu en quelque sorte. Très bien, merci. Mais écoute, moi, ça éveille encore quelque chose en moi et j'ai justement envie de faire le lien avec toi, Éléonore. Éléonore, voilà, par rapport à cette expérience-là de Mariama et à la vignette à laquelle, voilà, au cas clinique que tu nous as présenté, voilà, est-ce que ça fait ressortir voilà, des choses que tu souhaiterais déjà pointer ici? Je te laisse la parole, Éléonore. Mais oui, justement, en fait, le partage de la situation de Mariama est hyper intéressant dans le sens où ça permet vraiment de mettre en avant les diversités des situations auxquelles on va être confronté en tant que professionnel. Et donc, ça permet vraiment de mettre l'accent sur le fait que les peurs, elles vont se matérialiser différemment suivant le contexte aussi. Donc, c'est important aussi de prendre en compte la culture d'origine et comment ça se déroule et aussi ben voilà, que même là, ici, tes filles, elles étaient à risque d'exciser, ben que ça va aussi se matérialiser même chez les enfants qui n'ont été qu'à risque, en fait. Donc oui, vraiment la diversité des situations et une prise en compte vraiment du contexte, en fait, c'est super important dans ce cadre aussi. D'accord. Merci, Éléonore. Et donc, voilà, pour revenir, voilà, c'est vrai qu'on a eu c'est justement ça l'objectif, d'avoir ce regard croisé. Et donc, voilà, pour revenir alors à cette première vignette où on a présenté le cas de Saïda et de Nour. Voilà, après cette première séance, Éléonore, qu'est-ce qui s'est passé? Et
voilà, qu'est-ce qui est important plutôt, voilà, après cette première séance pour toi, c'est quoi? Qu'est-ce qui est important de retenir en fait pour la suite en fait? Donc, après cette première séance, il y a plusieurs points d'attention qui ressortent déjà. Donc, c'est le cadre. Comme j'avais dit au début, on ne va pas recevoir un enfant comme on reçoit un adulte. Et donc, ça peut être intéressant d'être un peu créatif pour recevoir un enfant. Aussi, on l'a très vite évoqué, mais il y a le rôle de l'interprète. Donc, ça va être vraiment d'une grande aide parce que la maman de Saïda, elle s'exprime en somali. Et donc, quand je vais avoir des interactions avec la maman, ça va être traduit par l'interprète. Et donc, à ce moment-là, c'est hyper important d'avoir une interprète en laquelle on a confiance et qu'on sait qui est formée aussi pour ces questions-là. Et puis, il y a vraiment la peur qui va être exprimée par Saïda durant cette première séance. Donc ça, c'est ce qui ressort vraiment de cette première séance. Et donc, c'est vraiment une situation quand même particulière quand un enfant va nous partager comme ça une peur reliée à une situation vraiment difficile et liée à des violences vraiment terribles, en fait. Et donc, voilà. Et aussi le fait que c'est dans certains cas qu'il y a certains facteurs qui vont faire naître cette peur. Le fait d'être habillé, le fait d'aller à certains endroits, c'est important de relever tout ça de cette première vignette pour les réflexions qu'on fera après. Merci beaucoup, Eleonore. Justement, je mets en lien justement avec cette petite mise en situation qu'on vous a un petit peu proposée au début, de savoir qu'est-ce que ça évoque en vous, justement, ces points-là. Ça répond un petit peu aussi à ce à quoi nous devons être attentifs et ce qu'il faut retenir un petit peu aussi pour la suite. Et donc, Eleonore, moi aussi, j'ai envie de te demander, du coup, comment est-ce qu'on réagit face à un enfant quand elle nous exprime clairement sa peur d'être excisée? Voilà, dans la vignette, tu l'as mentionné, la petite Saïda, elle est entrée dans ton bureau et de but en blanc direct, elle t'a dit, moi j'ai peur d'être excisée. Comment est-ce qu'on fait quand on est face à ça? C'est ça. Donc moi, je vais rejoindre un peu. J'ai regardé dans le chat ici et j'ai vu que Charlotte, elle disait que voilà, elle aurait creusé un petit peu. Enfin, et donc ça, c'est vraiment quelque chose. Donc il faut questionner en fait. Il faut pas du tout mettre de côté et dire mais non, c'est ridicule. Pourquoi tu as peur? Maintenant, tu es en Belgique, tu risques plus rien. Au contraire, il faut vraiment questionner. Il faut répondre à son besoin de sécurité. Et donc c'est ça que j'ai essayé de faire en lui rappelant un petit peu le contexte, le fait qu'elle est au GAMS, le fait qu'elle est en Belgique, qu'il y a des protections, etc. Et vraiment expliquer à un enfant, en fait. Peu importe son âge, un enfant, il sera capable de comprendre. Il faut juste adapter la manière dont on va lui expliquer les choses. Et aussi, une manière de faire, c'est d'utiliser justement la maman, de renforcer vraiment ce lien mère-enfant en faisant participer aux échanges la maman, parce qu'en fait, la maman, c'est la personne de sécurité de l'enfant. Et donc, quand l'enfant sera plus en fait dans le cabinet et qu'il va sortir, c'est la maman qui aura ce rôle de rassurer l'enfant. Et donc, du coup, c'est tout bénef en fait de renforcer ce lien mère-enfant dans ce cas-là. Merci beaucoup, Eleonore. Et donc, voilà, ça évoque, voilà, il y a plein de questions qui bouillonnent dans ma petite tête. Et donc là, j'ai envie de faire le lien avec Mariama, justement par rapport, tu parlais à ce besoin de sécurité. Et donc, Mariama, est-ce que toi, avec ton regard de maman concernée, donc les filles ont été aussi à risque, ont été exposées à un risque d'excision, voilà, quel est le lien que tu fais avec la peur d'être excisée de la petite Saïda? Est-ce que, voilà, dans le cadre de ce que tu as pu observer avec tes filles, notamment celles qui ont été épargnées, est-ce qu'il y a des réactions en lien avec l'excision que tes filles expriment encore aujourd'hui? Si oui, voilà, comment est-ce que cela se matérialise? Est-ce que tu veux bien nous éclairer un petit peu là-dessus? Ben oui, alors ce qu'il faut noter en premier lieu, c'est que quand on est issu d'une famille pratiquante les MGF, c'est que excisé et pas, on a un traumatisme. Pour mes filles qui ne sont pas excisées, leur traumatisme, c'est de pouvoir, enfin, c'est pas de pouvoir, mais de voir que chaque année, elles sont obligées d'aller faire une visite pour l'attestation de non-excision que le CGRA nous demande. Et moi-même, quand je reçois d'abord la demande, je suis dans l'embarras parce que je sais que c'est une violation de leur intimité que je vais demander et c'est quelque chose qui les questionne toujours, qui les rend nerveuses et
elle comprend pas pourquoi tout le temps, chaque année, il faut faire ça. On vit en Belgique, on va nulle part. Si on voyage, c'est en Europe. Mais pourquoi chaque année, on doit produire ce certificat? Donc, quand je leur explique, elle me pose la question. Quand on va voir Madame Fabienne, elle va reposer la question. Et c'est aussi, voilà, maintenant, c'est des filles qui avancent en âge. Hein. Une a 14 ans, une a 12 ans. Donc, du coup, des fois, quand on arrive au rendez-vous, l'une ou l'autre, ou des fois, toutes les deux sont réglées. Et du coup, le fait de perdre ce sang et ce devoir aussi faire cette visite, ça les rend vraiment mal à l'aise. Donc, c'est vraiment une violation de leur intimité et c'est quelque chose qui les travaille beaucoup. Oui, merci Mariama. Et donc, voilà, ça me met encore en lien une autre question que j'ai envie de te poser. Avec justement, voilà, tu dis qu'elles vivent aussi l'excision d'une manière ou d'une autre avec ce certificat d'excision qui est demandé chaque année dans le cadre de la protection internationale. Je voudrais savoir comment s'est passé, quel est ton regard, comment il s'est passé le suivi psychologique de tes filles. Voilà, comment ça s'est passé ce suivi psychologique avec toutes ces questions, voilà, tous ces questionnements qu'elles ont, le pourquoi, mais pourquoi on doit faire ça tout le temps, voilà, est-ce qu'elles ont eu un suivi? Si oui, comment est-ce qu'il s'est passé? Et tu veux bien Oui, alors moi, elles n'ont pas suivi spécialement. Elles n'ont pas eu spécialement un suivi par rapport à l'excision, mais on a eu des situations dans notre vie qui fait qu'aujourd'hui, on voit une thérapie familiale. Et là, dans cette thérapie-là, il est arrivé dans une séance où on a parlé de la question de l'excision parce que j'ai expliqué le pourquoi on est parti, parce que j'ai eu du mal au départ de parler de le pourquoi on est parti de chez nous, parce que voilà, je n'ai pas voulu que mes enfants tombent dans le déni et le rejet de ma famille, de ma culture, parce qu'il n'y a pas que des mauvaises choses, il y a de bonnes choses aussi. Donc, il me fallait du temps de recul pour réfléchir comment amener ça sur la table, comment objectiviser ça sans pour autant que mes enfants retombent dans le rejet. Donc, ça a pris du temps. Et souvent, elle me posait la question et lors d'une séance, c'est arrivé, on en a discuté et j'ai essayé d'expliquer les aspects socioculturels, pourquoi on le fait et pourquoi c'est important de le faire chez nous. Ça a permis aux enfants de comprendre que je les ai protégés de l'excision et elles m'ont remercié de les avoir protégés. Et aussi, pour mon fils qui est plus jeune aussi, de comprendre cette situation-là, ça a été lui très difficile d'entendre ces pratiques-là. À un moment donné, il sort de la salle et c'est parce que pour lui, c'était vraiment violent et d'entendre ça. Et il essayait de nous voir, moi ou ma fille qui est excisée, comment nous, on a vécu ça et pourquoi on le fait. Donc, c'est aujourd'hui, grâce à ça, j'arrive petit à petit à oser parler de sexualité avec les enfants, chose qui n'est pas évidente vu de notre culture où on ne parle pas de sexualité. Et voilà, je ne sais pas. Je te remercie Mariama. Voilà, ce que je note de ce que tu viens de dire, c'est que, voilà, dans le cadre, et je fais le lien avec la vignette qu'on nous a présentée, que j'ai présentée dès le départ, le cas de Saïda. Donc, il y a ce risque d'excision qui a poussé la mère de Saïda à faire une demande de protection internationale en Belgique, l'ASIM, couramment appelée. Et donc, là, dans ton cas, Mariama, tu reviens justement avec le lien de cette peur d'être excisée, mais qui se manifeste différemment, notamment voilà, pour tes filles, dans le cadre de cette demande de certificat, dans le cadre, qui rentre dans le cadre de la protection internationale. Hein. Et on se rend compte que même dans le cadre de cette protection internationale, il y a quand même le poids de l'excision qui suit tes filles qui ont été à risque. Hein. Et donc, ça fait clairement partie de votre vie familiale et que vous en avez
voilà, vous avez un accompagnement familial aussi pour pouvoir aborder certaines thématiques, notamment la question de l'excision. Voilà, je refais le lien avec Éléonore. Éléonore, voilà, pour revenir un petit peu aussi à la vignette, on a eu ce regard croisé de Mariama avec l'expérience de ses filles. Pour revenir à la vignette, Éléonore, qu'est-ce qui s'est passé après cette première séance? On a bien le déroulé de la première séance, Oui. de ce que tu as pu mettre en évidence, mais aussi voilà, la pratique que tu as pu adopter. Au niveau de la deuxième séance, comment est-ce qu'elle s'est passée? Est-ce que tu veux bien nous donner des éléments Avec plaisir. D'abord, je vois que dans le chat, il y avait une question pour Mariama. Est-ce qu'on y répond maintenant ou après, peut-être? Je propose, il y a un temps d'échange juste après. Je propose, Ça voilà, va. je prends note et Mariama y répondra Super. à la fin. Ok, donc on va passer à la deuxième séance maintenant. Donc on se rappelle, donc voilà, on avait quitté Saïda et Nour, sa maman. Et donc Saïda, elle était partie avec sa farde qu'elle avait voulu prendre avec. Et donc à la deuxième séance, ce qui se passe, c'est qu'elle va revenir avec sa farde. Et dedans, elle va en sortir toute fière son certificat de non-excision. Donc qui atteste bien que voilà, elle est intacte et qu'elle n'a pas subi aucune sorte de MGF. Et donc, en fait, au moment où elle le sort, sa maman lui dit de ranger ça et de le cacher. Et donc, du coup, ben, moi, directement, je vais questionner ça un petit peu. Je vais demander pourquoi est-ce que Saïda elle devrait le cacher. Et donc, j'interviens un petit peu en réexpliquant que, voilà, ici, on est dans un lieu où on peut parler de tout, y compris de l'excision, et qu'il ne faut pas du tout se sentir gêné d'aborder ces questions-là. Au contraire, c'est vraiment le lieu où c'est l'occasion de le faire. Et donc, pour travailler encore un petit peu plus le sujet des MGF, mais aussi le rapport au corps avec la petite, donc avec Saïda, je vais utiliser des outils. Et donc, le premier outil que je vais lui proposer, c'est un dessin d'une petite fille qui est nue. Et donc, en fait, il y a des petits aimants. Et le but, c'est que la petite fille, elle habille tout simplement la petite fille qui est nue en collant de manière magnétique les vêtements. Donc, Marianne, elle va nous montrer un petit peu les différents outils. Enfin, c'est quasi les mêmes. Donc, ici, elle affiche. Oui, voilà. Donc, c'est celui à gauche avec les petits outils. Et donc, ces outils permettent vraiment en fait de promouvoir la parole parce que immédiatement, par exemple, Saïda, elle va me demander si la petite fille, elle est comme elle. Donc, sous-entendu, si elle est intacte, si elle n'a pas été excisée. Donc, moi, je vais lui répondre que oui. Et puis, ce qui va se passer, c'est qu'elle va prendre le soutien-gorge, la culotte, et elle va en fait les qualifier de heb. Donc, je ne sais pas si je prononce bien, mais en tout cas, en Somalie, l'interprète m'explique que heb, ça veut dire la honte. Donc, directement, qu'est-ce qui va se passer? Je vais vraiment questionner ça, en fait. Et c'est là où, du coup, le lien entre l'interprète et la maman, ça va être intéressant. Parce que, justement, la maman va directement m'expliquer qu'en fait, c'est parce qu'en Somalie, les vêtements, ça relève vraiment de la pudeur de la femme. Et donc, même, par exemple, pour les mettre à sécher, on les met dans une autre pièce. Ça regarde personne à part les femmes. Et donc, l'outil aussi, c'était l'occasion de soulever différentes autres thématiques, comme par exemple le fait que Saïda, elle va habiller la petite fille avec un jeans et un t-shirt. Et donc, elle ne va pas du tout l'habiller comme sa maman, qui, elle est habillée en général dans une robe très ample et voilée. Et donc, du coup, on pose un petit peu la question de ça. Et directement, la maman, elle réagit en disant que voilà, la première fois où Saïda, elle est allée à l'école, ici, et qu'elle n'était pas voilée, elle avait peur, en fait, de se faire frapper. Donc, en fait, elle va m'expliquer qu'en Somalie, pour aller à l'école coranique, il faut que tu sois voilée, et si tu arrives sans voile, eh ben, les maîtres te frappent. Donc, c'est encore une autre réalité qui est pas du tout, qui fait pas partie, en tout cas, de la réalité en Belgique. Et donc, c'est intéressant toujours de parler avec la maman, l'interprète, et d'avoir toute cette dynamique-là pour prendre en fait ces réalités et prendre conscience de ces réalités dans le suivi thérapeutique. Et donc, il faut savoir que quand la maman, elle parle de sa vie un petit peu en Somalie, de l'école, etc., Saïda, à ce moment-là, elle est vraiment dans ses pensées et donc elle se concentre sur la petite fille. Et à ce moment-là, j'essaie de ramener Saïda un peu avec nous.
Et je lui demande si elle écoute sa maman, s'il est d'accord avec elle. Et elle me fait juste un petit signe qu'elle est d'accord. Et ça pourrait être un petit élément qui pourrait avoir une importance. Après, on va en parler avec Marianne. Et donc, on continue un petit peu la séance et je demande aussi à Nour, en fait, comment elle se sent avec cette nouvelle liberté de s'habiller parce que donc ça se passe à Namur, on est en plein été. Je me dis, comment tu te sens, toi, quand tu croises des petites Namuroises en short ou en t-shirt? Est-ce que ça te choque? Est-ce que tu te sens pas bien par rapport à ça, etc. Et donc, Nour, elle me répond, et ici, j'ai écrit la phrase, du coup, pour la partager, parce que c'était quand même intéressant. Elle me dit, ici, je sens que mon corps m'appartient et que je suis libre de m'habiller comme je le veux. En Somalie, mon corps appartenait aux autres. Donc, en fait, ça fait venir des thématiques qui sont super intéressantes. Et c'est intéressant que l'enfant soit là aussi à ce moment-là parce qu'elle a grandi en Somalie, elle connaît un contexte culturel, elle arrive dans un autre contexte culturel et c'est toujours intéressant de mettre en avant ces différences et aussi de comment sa maman, elle se sent par rapport à ça. Donc, c'est vraiment important. Et donc, entre-temps, comme la séance, elle dure un petit peu, je lui donne une autre image. Donc, c'est la seconde qui est donc toujours la même petite fille, mais voilà, c'est simplement imprimé. Et l'idée, c'était qu'elle coloriait, qu'elle faisait ce qu'elle veut. Et à ce moment-là, elle prend donc un crayon orange vif, assez vif, et elle commence à vraiment griffonner sur tout le corps en disant plusieurs fois heb, heb, heb. Donc, honte du coup de nouveau. Et donc, la séance va se terminer où pendant longtemps, on va essayer en fait de déconstruire un petit peu cette honte qui est liée au corps de la femme, etc., avec l'appui finalement de la maman et de l'interprète qui vont nous aider. C'est un petit peu comme ça que la deuxième séance se termine. Donc, je laisse la parole à Marianne. Merci, Eleonore. Je cherchais mon micro. Non, mais en fait, c'est super intéressant, tous ces éléments-là que tu donnes dans la suite de la vignette. Et ça remet encore en lien avec la question que je posais à Mariama. Et donc, Mariama, voilà, par rapport à ce qu'Eleonore vient de dire, notamment sur la petite Saïda, la question du rapport au corps, et voilà, et tout ce qui est... J'ai un écho? Ok. Et tout ce qui est lié, à tout ce qui est honte, voilà. Mariama, toi, en tant que maman, excisée, si je puis le dire, hein, comment est-ce que tu as pu observer le développement en tant que maman concernée par l'excision, hein, Mariama, comment est-ce que tu as pu observer le développement psychosexuel, justement, d'une de tes filles qui a été intacte? Est-ce que ça a réveillé des peurs en toi? Est-ce qu'il y a eu des comportements? Je sais que notamment, il y a beaucoup de mamans qui nous ramènent ça lors des ateliers, qui disent que, voilà, très généralement, elles voient les petites filles avec la main dans la culotte en train de se gratter et ça leur questionne mais c'est peut-être le clitoris qui gratte, peut-être c'est un organe qui gêne assez. Et donc, voilà, est-ce qu'il y a des comportements qui t'ont questionné et qui ont remis en question finalement ce choix de ne pas avoir ce choix sur l'excision, voilà, parce qu'il y a beaucoup de mamans qui abordent aussi cette peur-là de se dire, il y a généralement aussi les mamans qui disent le clitoris il peut tellement grandir et percer la culotte. Enfin, on a eu des exemples un petit peu comme ça. Voilà, pour revenir un petit peu à ce rapport au corps, Mariama, est-ce qu'il y a quelque chose en fait que tu as est-ce que tu as eu des peurs déjà premièrement? Est-ce qu'il y a des comportements que tu as observés, notamment chez tes filles qui ont été intactes et qui t'ont questionné sur la question de l'excision? Si oui, est-ce que tu veux bien nous partager un petit peu ton vécu sur cette situation? Alors, moi, je pense que la première des choses, c'est que je sais que je ne vais jamais regretter d'avoir opté de ne pas exciser mes filles. C'est quelque chose que je porte en moi. Je pense que ça dépend de l'expérience de chacune avec la pratique. Mais pour moi, c'est quelque chose que je ne vais pas remettre en question. Maintenant, comme je l'ai dit tantôt, c'est que dans nos communautés, le sexe, c'est quelque chose de tabou. Et que ici, moi, maintenant, petit à petit, je commence à en parler, mais ce n'est pas évident. Quand mes filles ont commencé à avoir leurs règles, je dis les mêmes
phrase que ma maman me disait, mais en fait, c'est comment j'ai fait, j'ai pris rendez-vous avec le gynéco et j'ai dit à chacune d'elles, ben, écoutez, allez poser vos questions, tout ce que vous voulez comme question, moi, voilà. Mais aujourd'hui, on essaie de dépasser ça, on essaie de se questionner. Mon fils, par exemple, aujourd'hui, quand il rentre dans la salle de bain, qu'il tombe sur une serviette hygiénique sale où il trouve que le pot, il y a des taches de sang dans le pot, puisque je lui ai expliqué, voilà, que les femmes voient du sang, il n'est pas à 9 ans, il n'est pas étonné, il sait, il le comprend. Il dit juste, maman, il dit à mes sœurs de quand même de nettoyer, voilà. Donc, ça veut dire que, voilà, quelque part, on en discute. Et pour ce qui est aussi de la même de la petite culotte, oui, c'est des choses qui peuvent arriver. Mais moi, c'est que j'ai fait tout simplement, puisque voilà, depuis 2017, quand on est arrivé ici, on venait au GAM, c'est que les enfants eux-mêmes, ils ont eu à participer aux ateliers enfants. Donc, du coup, ils ont comment on appelle ça, le petit livret sur l'intimité. La brochure toilette intime, c'est ça? La brochure de toilette intime que j'ai donnée aux filles pour pouvoir savoir comment vraiment prendre soin de son intimité, parce que des fois, quand ça gratte, c'est parce qu'on utilise trop d'eau ou autre chose. Et qu'est-ce que je peux dire d'autre, c'est que voilà, aussi, c'est vrai que quand on voit le clitoris au fur et à mesure que l'enfant grandit, moi, à un moment donné, une fois, ma fille m'a dit, montre-moi comment je peux me raser parce que voilà, je dois apprendre à le faire. Ben, en essayant de la raser, je faisais comme moi. Elle me dit, mais attends, tu es en train, ne me coupe pas. Et ça m'a rappelé que bon, voilà, moi, c'est un élément, une partie de mon corps n'y est pas et donc je dois faire attention à ça avec elle. Et du coup, je me questionnais, il m'est arrivé de me questionner, mais qu'est-ce que c'est ça? Parce que pour moi, j'en ai pas. J'avais oublié qu'à un moment donné, j'avais un clitoris, mais tiens, en fait, c'est que toi, tu as perdu qu'elle a là. Voilà. Donc, moi, pour ce qui est aussi de l'intimité, j'essaie culturellement déjà, plus l'enfant grandit, plus on la laisse dans son intimité. Donc, voilà, même pour des questions qui peuvent aller un peu plus poussées, voilà, je fais appel au gynéco parce que pour moi, c'est difficile d'en parler, mais j'essaie de faire des efforts pour pouvoir le faire, mais ce n'est pas évident. Merci Mariama de nous avoir donné des éclaircissements sur, voilà, sur ton vécu et celui de tes filles. Et donc, je veux repasser à Éléonore et je voudrais savoir, Éléonore, est-ce que, voilà, si on revient sur la vignette, voilà, on a eu le regard croisé de Mariama avec son vécu et celui de ses filles. Si je reviens sur notre vignette avec Saïda et Nour, est-ce que, voilà, les manifestations que Saïda, justement, et je remets en lien les filles de Mariama, peuvent évoquer un trouble particulier? Est-ce que tu vois quelque chose? C'est un peu compliqué de parler en affirmatif pour les filles de Mariama parce que voilà, on connaît que des brefs éléments. En tout cas, a priori, pour Saïda, il y aurait peut-être des petits symptômes traumatiques, donc suite à un événement, ou en tout cas, il faut savoir qu'elles ont eu un parcours migratoire, etc. Donc, c'est des choses qui provoquent quand même énormément de stress. Et donc, du coup, ça peut se manifester, ça se manifeste tant chez les adultes que chez les enfants, en fait. Et donc, c'est toujours très difficile de poser vraiment un diagnostic après juste 2 séances et de dire, voilà, elle a un stress, parce qu'on entend ce terme partout en ce moment, stress, trouble du stress post-traumatique. C'est vraiment compliqué d'affirmer directement, mais en tout cas, il y a des symptômes, il y a une peur qui est exprimée et il faut toujours prendre en compte le fait si ça va venir interférer dans la vie de l'enfant. Et donc, a priori, il y aurait des choses quand même. Il me semble qu'elle faisait pipi au lit aussi assez souvent. Donc, c'est toutes des choses qui viennent interférer dans la vie de l'enfant et donc à ce moment-là, oui, qui doivent tirer une petite sonnette d'alarme en tout cas. Oui, tout à fait. Merci Eleonore pour ces précisions-là sur, voilà, sur la vignette. Et donc, voilà, ma prochaine question, c'est justement comment identifier finalement si un enfant a un trouble d'un stress post-traumatique? Oui, donc alors,
Bon, pour identifier assez rapidement, il y a 4 symptômes en général qui vont prédominer chez les enfants. Maintenant, ça va être des symptômes qui vont être assez compliqués en tant que professionnel. Si par exemple, vous voyez l'enfant qu'une demi-heure ou 1 heure, ça va être un peu compliqué à identifier, mais il faut toujours garder en tête que c'est ce lien avec la maman, ou en tout cas la personne de référence de l'enfant, qui vont vous aider en fait à identifier ces symptômes-là. Donc les 4 symptômes, c'est réviviscence, conduite d'évitement, suractivation et tout ce qui est trouble cognitif. Donc je vais expliquer un petit peu chacun des 4 symptômes. C'est des termes compliqués pour au final désigner des choses assez simples qu'on peut remarquer chez l'enfant. Donc le premier, c'est les réviviscences. Typiquement, ça va être des cauchemars. En fait, l'enfant, il va se réveiller avec vraiment une émotion ressentie qu'il a ressentie peut-être pendant l'événement qui a créé un stress. Et il faut savoir que les cauchemars, ils ne vont pas toujours avoir le contenu de l'événement. Ça peut être lié à tout à fait autre chose, en fait. Ce n'est pas obligé que ça soit tout le temps l'événement qui revienne. Et aussi, il y a tout ce qui est le jeu traumatique. Donc chez l'enfant, quand il se développe, le jeu, c'est vraiment une partie super importante. Et le jeu traumatique, ça va être simplement que l'enfant, il va remettre en scène ce qu'il a vécu. Mais vous allez très vite voir que c'est particulier. Il n'y a pas de plaisir du tout qui est lié à ce jeu-là. Et donc ça peut être quelque chose qui est identifié. Si par exemple, vous utilisez des outils avec les enfants, que vous le laissez jouer et que vous observez un petit peu comment ils jouent, quoi. Et alors, il y a aussi, très souvent, les mamans, elles nous disent qu'ils font pipi au lit jusqu'à des âges où normalement, c'est plus censé arriver. Et ce n'est pas des accidents, c'est très fréquent. Et ça peut être plusieurs fois dans la nuit. Donc ça, c'est au niveau des réviviscences. Ensuite, on va avoir peut-être des conduites d'évitement. Donc les conduites d'évitement, c'est simplement que l'enfant, il va éviter certains lieux, certains événements qui vont lui rappeler ou en tout cas qui vont lui provoquer des stress en rapport avec un événement qui l'aurait stressé et qui aurait produit des symptômes. Donc, en général, ça va être souvent lié aux attitudes du parent. Si par exemple le parent il est stressé, je ne sais pas moi, d'aller à un tel endroit, l'enfant il va aussi être stressé aussi d'aller à cet endroit-là. Et ça va aussi être lié à tous les lieux qui provoquent des émotions trop intenses. Donc dans le cas de Saïda, on sait par exemple elle avait peur quand elle allait à l'école. Quand elle allait à l'école, sa mère disait qu'elle avait peur. Et donc, du coup, si elle n'était peut-être pas prise en charge, elle pourrait peut-être développer des conduites d'évitement, essayer de ne pas aller à l'école, dire qu'elle est malade, qu'elle n'est pas bien, qu'elle n'a plus envie d'y aller. Ça peut être sur des lieux, ça peut être sur des objets, ça peut être avec des personnes aussi. Donc ça, c'est intéressant à savoir. Et donc, tout ce qui est suractivation neurovégétative, c'est le 3e symptôme. Là, ça va être des troubles vraiment massifs du sommeil, donc des difficultés d'endormissement, des réveils nocturnes, des terreurs, vraiment de la sudation ou le cœur qui bat très très fort. Ça peut être aussi des douleurs abdominales, etc. Et le dernier symptôme, c'est donc troubles cognitifs et altération de l'humeur. C'est tout ce qui va toucher la concentration, la mémoire. Donc, ça peut se manifester par typiquement des difficultés scolaires ou alors des grosses crises de colère, de tristesse, d'anxiété. Et ça, c'est en général la maman qui va vous faire part de ça, quoi. Mais en tout cas, il faut rester super attentif parce que chez l'enfant, c'est vraiment la première atteinte psychotraumatique. Donc, après un événement qui a provoqué beaucoup de stress, ça va être la première atteinte. Et donc, il y a 20 à 50% d'enfants qui vont développer un stress post-traumatique. Donc, vraiment, dès qu'on sait qu'il y a un parcours de vie avec peut-être un parcours migratoire, que la maman a vécu des choses compliquées, il faut toujours être en alerte, sachant que quand l'enfant, tout comme l'adulte, en fait, il va vivre une situation stressante, parce que voilà, c'est traumatique, il y a tout ce qui est lié à la mémoire traumatique. Donc, c'est une mémoire particulière qui agit à ce moment-là. Et souvent, elle est en off parce que c'est trop dur de se rappeler tout le temps de l'événement. Mais il y a des événements particuliers qui peuvent rappeler ça, qui peuvent réveiller la mémoire traumatique. Et donc, c'est important d'en être consciente. Par exemple, quand Saïda elle est un peu absente, quand sa maman elle aborde la question de l'école en Somalie, qu'on sait que peut-être elle aurait subi des violences des maîtres parce qu'elle elle était voilée ou mal voilée ou d'autres choses, peut-être qu'à ce moment-là, ça lui rappelle des souvenirs. Et donc, c'est toujours important d'être attentif à ce moment-là que oui, même une conversation banale, ça peut réveiller en fait cette mémoire traumatique. Donc ça, c'est un petit peu les pistes d'alerte qu'on peut avoir, quoi. Merci, Eleonore. Et donc, ça introduit la prochaine question que je voulais te demander. Et donc, qu'est-ce qui peut faire qu'un enfant va développer un stress post-traumatique et un autre pas du tout?
Ben ça rejoint un petit peu, c'est un petit peu la même chose que pour les adultes en fait, hein. Il y a des facteurs typiques des événements, donc des facteurs événementiels. Il va avoir par exemple le type d'événement auquel l'enfant il a été confronté. Si par exemple l'enfant il a été confronté à une menace de mort ou au fait d'avoir des blessures graves, ça risque d'augmenter en fait le risque. Mais ce qui est important de savoir là-dedans, c'est qu'en fait, c'est vraiment la subjectivité de l'enfant à ce moment-là. En fait, on s'en fout si vraiment l'enfant il a failli mourir. C'est pas important. Ce qui compte, c'est l'enfant il a cru à ce moment-là qu'il a failli mourir. Il aurait pu mourir. Il le pense vraiment. Et donc c'est ça qui va jouer. Il y a aussi des événements qui sont plus enclins à augmenter le risque de développer un stress post-traumatique. C'est typiquement les événements de torture, de violences sexuelles, de guerre, de génocide, etc. Aussi l'intensité, la fréquence. Et alors, au niveau des facteurs individuels, il faut savoir que l'âge va jouer énormément. Donc, au plus l'enfant va être jeune ou au plus la personne va être âgée, au plus il y a un risque en fait de développer un trauma parce qu'à ce moment-là, la maturité neuronale, elle n'est pas encore atteinte. Donc, du coup, c'est compliqué pour le cerveau d'enregistrer déjà un événement qui sort de l'ordinaire et qui est juste impensable en fait. Et alors aussi, il y a des facteurs comme au plus il y a eu une activation, une réaction physique de l'enfant lors de l'événement. Par exemple, au plus il a eu son rythme cardiaque qui augmente, au plus il a eu des sursauts, etc. Au plus il y a des risques qui développent quand même des symptômes par la suite. Donc voilà, ce n'est pas vraiment des éléments qui vont vous aider à repérer si l'enfant est à risque, mais en tout cas, il faut rester attentif dans le cadre des MGF en général, s'il y a eu un parcours migratoire. Et on sait que l'enfant a une histoire quand même particulière liée à ça, quoi. Merci beaucoup, Éléonore. Et donc, moi, si je m'en vais un petit peu résumer voilà, de la présentation à la vignette et avec les deux séances que tu nous as présentées. D'abord, dans la vignette clinique, il y a donc plusieurs moments saillants aussi. Voilà. D'abord, le moment où tu dis que Saïda s'exprime très clairement sur sa peur d'être excisée. Elle entre dans ton bureau et te dit moi, j'ai peur d'être excisée. Ensuite, il y a quand Saïda habille la petite fille avec les sous-vêtements qu'elle qualifie de heb, c'est ce que tu as dit, de honte. Et enfin, lorsqu'elle griffonne sur le petit dessin, tout le corps en orange, en le qualifiant de heb. Moi, ce que ça me soulève comme question, c'est celle de savoir comment réagir lorsqu'une petite fille ou un enfant nous amène, comme ici dans le cas de la vignette Saïda, nous amène les normes culturelles de son pays, car c'est un peu, voilà, c'est un peu ce qu'elle fait quand elle nous montre que les sous-vêtements et son corps, et notamment le corps de la femme, qui se rapporte à la honte. Voilà. Qu'est-ce qu'on fait de tout ça? Qu'est-ce qu'on en fait, j'ai envie de demander. La première chose, je pense, c'est vraiment de questionner et d'adopter vraiment une posture ouverte. Donc moi, typiquement, je suis européenne, ça se voit, je vais en jouer, je vais dire, tiens, dans ton pays, comment ça se passe, etc. Explique-moi en fait. Peu importe si on connaît la culture guinéenne, on connaît, etc. Il faut toujours garder que même dans le cas d'un enfant, ça va être l'enfant qui va être expert. Et donc, il faut lui donner cette place, tout simplement. Et il faut vraiment questionner en fait sa vérité. Il faut aussi garder en tête que dans certains pays, les MGF, elles ne sont pas considérées comme une mutilation ou une violence. Et donc, il faut toujours être prudent avec la posture qu'on adopte, en fait. C'est pour ça que, comme Charlotte, elle disait, le mieux, c'est vraiment de questionner, de creuser, de voir un petit peu qu'est-ce qu'il en sort, pourquoi est-ce que, ici dans le cas de Saïda, pourquoi est-ce qu'elle avait peur, vraiment de prendre le temps, en fait, de questionner et de ne pas foncer droit dans le mur en se disant, voilà, moi je connais, j'ai déjà eu, je connais vraiment cette culture-là, etc. Et puis, je pense que ce qui est important aussi, c'est de garder en tête que les MGF, ça rentre dans un cadre qui est plus global, qui est des violences de genre. Et donc, c'est important aussi quand on reçoit un enfant qui est concerné par les MGF, de ne pas rester focalisé en voulant parler que de ça, en voulant en fait juste aborder cette question-là, parce qu'il y a tout un tas de violences de genre qui sont constitutives, en tout cas qui sont liées au MGF. Et donc, si on est trop focalisé sur que les MGF, on pourrait passer à côté de quelque chose d'important aussi, qui relève aussi d'une violence que l'enfant aurait pu subir ou autre.
Ton micro marche. Oui, non, tout à fait. Mon micro, j'étais déjà en train de te poser la prochaine question. Donc, il y a plein de questions comme ça hein, qui viennent en tête. N'hésitez pas aussi, hein, vous, à prendre les questions, à les noter parce que bientôt, on va entrer dans le moment d'échange. Et donc, Éléonore, à quoi alors il faut faire, j'aimerais demander, à quoi, selon toi, il faut faire attention est-ce qu'il y a des choses à dire ou à ne pas dire? Oui, les choses à pas dire, je dirais que c'est vraiment, comme je l'ai dit avant, pas du tout nier la réalité de l'enfant. Donc, pas dire c'est ridicule, pourquoi tu as peur ou ah, mais non, c'est plus comme ça, tu es en Belgique. Non, pas du tout. Il n'y a pas d'argument comme ça à dire. Je pense que ça, c'est vraiment la chose à éviter. Au niveau de la posture, vraiment avoir une posture ouverte, comme j'ai dit, dans la bienveillance et veiller au cadre, vraiment, que le cadre il soit sécurisé. Même si vous recevez, par exemple, l'enfant et la maman qu'une demi-heure, il y a vraiment des petites astuces pour pouvoir mettre à l'aise la personne. Je sais pas, lui proposer juste un petit thé avant, etc. C'est des choses qui vont faire que même si vous n'avez pas beaucoup de temps avec la personne, ça va la mettre à l'aise et elle va se sentir en sécurité dans ce contexte-là avec vous et elle va se sentir à l'aise pour parler. Il y a aussi le fait d'utiliser directement les bons termes. Donc, si on parle de clitoris, on parle de clitoris, on parle de vulve, on parle d'excision, pas commencer à prendre des chemins voilà, pour ne pas dire les termes. Et donc, du coup, il faut vraiment que le professionnel, il se sente à l'aise de parler de ça. Il se sente à l'aise et que, parce que l'enfant, il va le ressentir, en fait. Si, même un adulte va ressentir si nous-mêmes, on n'est pas à l'aise d'aborder ce genre de questions. Donc, je pense qu'il faut aussi être honnête avec soi-même et savoir si on est à l'aise de parler. Oui, tout à fait. Et voilà, tu parlais voilà, de l'importance de l'échange, de la discussion. Comment favoriser alors cette discussion pour les professionnels qui sont, qui sont en recherche d'éléments Oui. pour favoriser cette discussion? Comment, selon toi, favoriser cette discussion avec l'enfant? Donc, selon moi, déjà, il y a le cadre, comme j'ai dit, hyper important, que la personne se sente à l'aise. Mais du coup, avec les enfants en particulier, on peut utiliser plein de supports. Il y a là, il y a déjà 2 supports que vous pouvez utiliser, que j'ai utilisés ici dans la vignette. Mais je sais qu'il y a encore d'autres outils que l'on peut utiliser. Il y a aussi des dessins. On peut lui demander de dessiner. Par exemple, quand un enfant nous explique quelque chose, des fois, on peut lui demander de dessiner pendant qu'il nous explique la scène qu'il nous raconte et de parler un petit peu avec lui parce qu'un enfant, ça va être compliqué pour lui d'expliquer dans les détails, etc. Donc, pendant qu'il explique, on peut lui faire dessiner. On peut aussi utiliser des jeux. Et puis, c'est important de prendre en compte l'âge de l'enfant et de s'adapter, d'adapter le vocabulaire aussi, les termes qu'on va employer. Et donc, indirectement, dans le cas de Saïda, par exemple, les supports aussi ils vont me permettre de favoriser la parole avec la maman. Et donc, la maman, ici, mais de manière générale, en tout cas, le parent qui est là pour accompagner l'enfant, ça va être vraiment une aide pour créer un lien avec l'enfant. Donc, je pense qu'il ne faut pas le négliger et qu'il faut justement voilà, utiliser aussi, si l'enfant n'est pas à l'aise, on peut très bien parler un petit peu avec la maman et dire, tiens, voilà, promouvoir un petit peu la parole via la maman ou la personne référente, en tout cas de l'enfant. C'est ça que je dirais. Merci Éléonore. Ça fait écho justement à cette boîte à outils enfants. Je sais que vous utilisez énormément ça au GAMS. Donc, pour les autres, n'hésitez pas. Hein, il y a une boîte où on peut partager cette boîte à outils enfants avec d'autres professionnels. Et je veux faire le lien avec toi, Mariama. En tant que, voilà, avec tout ce qu'Éléonore a dit aussi, et en tant que maman, et voilà, maman de filles, voilà, dont une a été excisée et tu as pu préserver les 2 autres, mais aussi en tant que maman concernée. Est-ce que tu étais demandeuse de l'aide d'un professionnel pour aborder la question de l'excision? Tout à l'heure, tu parlais de l'importance, voilà, tu as fait appel à un gynécologue pour la question de la sexualité. Est-ce que tu étais aussi demandeuse d'aide d'un professionnel pour aborder la question de l'excision? Pas vraiment, parce que voilà, que je l'ai dit, c'est arrivé dans une thérapie familiale, mais ce n'était pas vraiment dans le cadre de l'excision. Mais pas spécialement, parce que aussi quand on est arrivé, comme je l'ai dit aussi, les filles étaient suivies au GAMS dans les activités, pas suivies, mais bon,
Elle participait aux activités des activités du mercredi qui étaient dédiées aux enfants. Donc voilà, je sais que là, on leur parlait du corps et de la sexualité, mais pour des enfants de leur âge. Donc, je n'étais pas vraiment demandeuse. Mais voilà, c'est arrivé à un moment où c'était cadré par une professionnelle et ça facilitait l'échange. Et ça a été vraiment très riche en émotions, en échanges, parce que la professionnelle qui était là nous aidait à décortiquer les choses entre nous et à faciliter la communication. Et donc, du coup, tu dis sur le moment-là, ça a facilité. Est-ce que c'est allé au-delà de ce moment-là? Est-ce que ça a aussi permis de désamorcer et de faciliter aussi cet échange familial autour de la question de l'excision et de la sexualité, du rapport au corps, une fois que vous avez dépassé le cadre avec la professionnelle? Oui, tout à fait. Tout à fait. Je pense qu'on avait besoin d'au moins d'amorcer la chose et de pouvoir le faire. Aujourd'hui, on en fait, étant donné aussi que je travaille dans une institution où on parle de mutilation et ça permet aujourd'hui aussi au fait d'en discuter plus à l'aise et on en fait. J'ai ma fille qui est excisée d'ailleurs qui m'a invitée il y a 2 semaines dans sa classe pour parler de l'excision. Donc voilà, ça me permet de faire valoir mon travail aussi là. Mais on en parle de plus en plus et quand j'ai des outils du GAMS, je viens avec pour les aider. Et oui, je pense que ce serait bien d'avoir quelqu'un qui connaît la chose pour faciliter. Par exemple, nous, la thérapeute qui nous suivait, elle n'avait pas vraiment d'assez de connaissances sur l'excision. Moi, par exemple, elle ne connaissait même pas c'est quoi le clitoris. Moi, c'est moi qui lui ai montré, parce que le jour où on en a parlé, j'avais le sac du clito, tu vois. Donc, je l'ai montré le sac, j'ai montré qu'est-ce qu'on coupe sur le clitoris, tout ça. Donc, voilà. Mais si déjà, c'est des professionnels qui connaissent déjà la thématique, qui connaissent la question et tous les méfaits, c'est encore plus intéressant pour le suivi de la thérapie quoi, pour l'enfant. Merci, Mariama. Donc, du coup, ça refait ressortir ce besoin-là de sensibilisation aussi des autres professionnels à pouvoir mobiliser les différents outils qui sont disponibles au GAMS pour pouvoir aborder la question de l'excision avec les différents publics auxquels voilà, ils sont confrontés. Et donc, Éléonore, je veux rebondir là-dessus par rapport à ce que Mariam a dit. Voilà, c'est quoi, quelle est la place du professionnel justement pour accompagner, voilà, pour désamorcer ce type de sujet, notamment l'excision, voilà, tout ce qui est autour, cette peur, la sexualité, voilà, quel est le rôle du professionnel dans ce cas-là? Mais justement, Mariama, elle a super bien exprimé. Donc, en fait, le psychologue, clairement, il peut être utilisé comme un outil hein, pour favoriser la conversation à propos de ces sujets qui sont parfois compliqués. Et donc, du coup, il ne faut pas du tout hésiter. Enfin, Mariama, elle a dit à plusieurs reprises que quand ces filles, elles ont des questions aussi, tu laisses tes filles poser au gynécologue. Et je trouve ça super, quoi, vraiment. Et il ne faut pas du tout hésiter non plus à utiliser un petit peu les psychologues aussi pour ce genre de questions-là, tant qu'on sait y répondre. Donc oui, je trouve que ça peut être super, ouais, vraiment. Je te remercie, Éléonore. Il y a quand même, je voulais marquer un petit point d'arrêt sur ce que tu disais tantôt, Mariama. Tu disais, voilà, tu es maman de 4 enfants, 3 filles, dont une excisée, 2 intactes, mais aussi d'un petit garçon de 9 ans. Et tu parlais aussi, voilà, voilà, j'ai été très contente d'entendre que voilà, c'est une question que tu abordes en famille, aussi bien avec ton garçon qu'avec tes filles, parce que voilà, généralement, on a voilà, toujours cette idée reçue que l'excision, c'est qu'une affaire de femmes. Et donc, c'est important de rappeler que même si, généralement, les mutilations sexuelles féminines sont perçues comme une affaire de femmes, dans le sens où, dans la pratique même, ça touche en premier lieu les femmes, car ce sont elles voilà, qui la subissent et qui, par conséquent, souffrent directement des complications. Et
Et que généralement, ce sont les femmes qui décident qu'une fille doit être excisée et pas seulement la mère. C'est important parce que voilà, ça met en évidence justement que les hommes aussi les garçons sont indirectement aussi affectés par la pratique. Tu parlais de cette colère que ton fils avait ressentie lors de la séance de thérapie familiale, lorsque vous avez abordé la question de l'excision. Et donc, c'est important justement voilà, de montrer aussi que les hommes sont indirectement, les garçons indirectement, et les garçons, pardon, affectés par la pratique, notamment le fait de voir leur maman, par exemple, dans ton cas, Mariama, de voir leur maman ou leurs sœurs qui en ont souffert. Et le fait de voir les conséquences psychologiques sur eux, mais aussi voilà, c'est des éléments assez intéressants parce que voilà, c'est une idée reçue qu'on essaie de déconstruire et on voit justement avec le cas de ton fils que certains peuvent avoir des souvenirs assez voilà, assez forts du vécu de leur entourage, notamment leur sœur, leur maman. Et donc, bien évidemment, les garçons ont aussi un rôle très important à jouer, notamment dans l'abandon des MGF, aussi bien en tant que membre de la communauté, mais aussi en tant que personne qui puisse exprimer leur voix, leur volonté de mettre fin à la pratique en participant au processus de sensibilisation. En fait, je voulais juste mettre en lien avec l'implication des hommes dans la lutte pour l'abandon des MGF. Je trouvais que c'était un élément assez important de pointer ici, notamment de par le vécu du fils de Mariama. Donc, je veux revenir à toi, Éléonore. Voilà, on arrive tout doucement, avant d'entrer dans les échanges, hein, à la fin voilà, de ce que tu avais à nous dire. Pour récapituler, finalement, si j'avais à te demander, voilà, qu'est-ce qu'on rentre chez nous avec quoi? Si tu avais des tips à nous procurer aux professionnels ici de ta pratique, hein, bien évidemment, voilà, qu'est-ce que tu pourrais nous conseiller? Voilà, on rentrerait chez nous avec quoi au sorti de cet atelier d'échange sur la prise en charge psychologique des enfants? Moi, je pense que ce qu'il faut garder en tête, c'est un petit peu tout ce qu'on a dit déjà, mais donc voilà, le contexte, créer un cadre sécurisant avec l'enfant, avoir une interprète vraiment de confiance, au niveau de sa posture, être attentif aussi, donc posture bienveillante, rassurante vis-à-vis de l'enfant. Aussi, rester ouvert et ne pas se concentrer uniquement sur les MGF, même si c'est le sujet, avoir en tête que ça regroupe aussi un bon nombre de violences de genre, et donc il ne faudrait pas passer à côté de quelque chose. Aussi, on peut garder en tête les principaux symptômes, en tout cas qu'on a évoqués, donc les cauchemars, les pipis au lit, les évitements, etc. Et aussi, surtout, que voilà, la mémoire traumatique, c'est vraiment une bombe à retardement, si on peut donner une image, et qu'il faut faire attention aux situations, aux événements qui pourraient raviver un petit peu ça. Et aussi l'utilisation de supports, hein, pour favoriser les échanges. Donc, comme tu as dit, Marianne, on pourra peut-être partager cette boîte à outils enfants. Mais je pense que les outils, en tout cas, ça constitue des bons supports pour aider la parole avec l'enfant. Voilà. Je te remercie beaucoup, Éléonore. Ça va? Il y a un écho. Je crois qu'il y a un avion qui passe au-dessus. Un instant, s'il vous plaît. C'est bon, c'était la minute avion, comme dit ma collègue. C'est bon, c'est passé. Et donc, merci beaucoup, hein, pour ces tips. Donc, ceux avec quoi on va rentrer chez nous. Voilà, on va commencer à ouvrir les échanges. Et je voulais encore, voilà, par rapport à ton fils, hein, Mariama, je te dis que ça éveille beaucoup de choses en moi. C'est aussi un élément important quand on a l'occasion vraiment de se poser un instant. Mariama, tu parlais justement de l'importance d'aborder le contexte socio-culturel de la pratique des MGF. Comme je disais, hein, les MGF sont vraiment une pratique clairement ancrée dans une construction sociétale patriarcale, et c'est important de pouvoir sensibiliser aussi les jeunes hommes et les jeunes garçons sur cette question
et de pouvoir ensemble voilà, pouvoir sensibiliser un maximum d'hommes, voilà, tout à fait, parce qu'ils ont un rôle aussi très important, comme je disais, à jouer dans la pratique. Donc, ça, c'est juste un petit rappel. Donc, n'hésitez pas, s'il y a aussi un petit outil, hein, notamment pour tout ce qui est idées reçues, voilà, ça peut être également partagé hein, pour pouvoir justement aborder la question beaucoup plus en profondeur hein, avec... voilà, avec aussi bien les femmes que les hommes, quoi. Donc, n'hésitez pas. Donc, Éléonore, tu parlais de, voilà, il y a cette boîte à outils enfants qui existe et que ce sera intéressant de partager. Oui. N'hésitez pas si le besoin de se faire ressentir, voilà, de nous contacter pour avoir accès à cette boîte à outils enfants. Donc, là, nous allons ouvrir alors la porte aux échanges. Je vois que dans la barre de conversation, il y a pas mal de questions. Je propose qu'on commence tout doucement à y répondre. Alors, la première question, c'est de Charlotte. Tu l'as déjà pointé. Oui. Hein, donc, elle a dit qu'elle aurait pris le temps, un instant, elle a dit qu'elle aurait pris le temps de questionner, de rassurer un maximum pour que la petite se sente en sécurité. Et Charlotte a une seconde question, celle de savoir, est-ce qu'il y a uniquement de la suractivation dans le PDST chez l'enfant? Car on sait que pour les adultes, on remarque également de la sous-activation neurovégétative. Oui, alors moi, d'après mes recherches, il peut avoir des manifestations de sous-activation chez l'enfant. Maintenant, c'est vrai que dans ma pratique, j'en ai pas encore rencontré. Et du coup, c'est une bonne question parce que ça permet de mettre en évidence aussi qu'il peut avoir des symptômes de sous-activation typiques qu'on rencontre chez l'adulte aux enfants. Donc en fait, finalement, les symptômes qu'on va rencontrer chez l'adulte, ça va être quasi les mêmes chez l'enfant, avec quelques petites spécificités que l'enfant ne sait pas exprimer en fait dans la plupart des cas, tout ce qu'il ressent, tout ce qui le traverse, et donc il faut venir questionner. Mais oui, a priori, il y aurait aussi de la sous-activation chez l'enfant. Donc voilà, mais ce ne serait pas le plus fréquent. Merci, merci Éléonore. Avec plaisir. Alors, je vois qu'il y a une question de Émilie Gilbert. Vous avez une boîte à outils pour en discuter avec les hommes et les sensibiliser. Oui, Émilie, donc à cet effet, justement, je parlais de ces guides des idées reçues, où on aborde quand même pas mal d'idées reçues sur les mutilations sexuelles féminines, notamment que ça ne questionne que voilà, que ça ne concerne que les femmes. Donc, c'est un des outils qui peut être utilisé. Et au GAMS Belgique aussi, il y a des ateliers hommes qui se font. Donc, ce serait intéressant voilà, pour des hommes qui seraient intéressés à s'y inscrire, ou alors on pourrait partager cet outil-là avec vous pour que vous puissiez déjà commencer à aborder la question avec les hommes. Mais oui, il y a des ateliers hommes qui se font notamment au Games Belgique pour sensibiliser les hommes. Et bien évidemment aussi, hein, comme je disais dans TAM, Mariama, sa deuxième casquette, c'est coordinatrice des relais communautaires. Et donc les relais communautaires, en fait, ce sont les personnes des communautés concernées qui sont formées pour de la sensibilisation dans les différentes communautés. Et donc dans cette formation-là, il y a une grande place aussi qui est faite aux hommes, qui sont eux aussi des acteurs du changement, le changement vers lequel on tend, celui de la tolérance zéro. Et donc voilà, on mobilise pas mal d'outils pour aborder la question avec les hommes, on discute des masculinités. Donc voilà, il y a matière voilà, pour pouvoir aborder la question avec les hommes. Donc oui, Émilie, n'hésitez pas. On va échanger les différents contacts pour pouvoir avoir accès aux différents outils. Ensuite, j'ai une question de... Ah non, c'est Charlotte qui dit merci pour les précisions. Donc, ça, ce sont les questions qui étaient dans le chat. Il y a Mariama qui souhaiterait intervenir. Mariama, je te laisse la parole. C'est parce que j'avais une question par rapport aux filles. Ah oui, la première question oui, vas-y, Mariama. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que, voilà, d'abord, après, ce que peut-être je n'ai pas dit, c'est que dans notre processus d'immigration, c'est qu'on est parti parce que justement, quand tu évoques le poids des hommes dans la lutte contre l'excision, moi, j'ai dit jusqu'à 8-9 ans, mes filles n'étaient pas excisées parce que justement, mon mari a fait savoir à sa famille que, voilà,
que ces filles ne sont pas touchées et que celui-ci est mort. Parce que dans mon pays, en fait, nous, c'est 5 à 6 ans qu'on existe. Donc, généralement, à cet âge-là, mes enfants sont considérés un peu comme... elles ont dépassé presque l'âge à laquelle qu'on devait exciser. Donc, voilà, la pression était là. Donc, de voir que nous sommes partis, ils venaient de perdre leur père, on vient, et puis tous les jours, c'est de courir par-ci, par-là pour notre demande d'asile. Donc, d'abord, dès qu'on est venu, on est allé voir Madame Fabienne et la première consultation, c'est pas que pendant les consultations, ça se passe mal, ça se passe très bien, mais souvent, il y a des stagiaires. Donc, au départ, juste en 2017, Docteur Kaye venait aussi voir les filles, donc c'était quand même culturellement un peu, c'était la première fois. C'est ici, elles ont commencé à aller voir le gynéco à bas âge, donc c'est tout, c'est beaucoup d'événements qui se suivaient pour elles. Donc, le fait d'aller faire cette visite, c'est beaucoup leur demander parce qu'elles ne comprennent pas pourquoi chaque année, elles doivent, parce que c'est surtout lié à leur intimité, parce que voilà, je viens d'une communauté où aussi on est très pudique, donc du coup, voilà, elles grandissent, elles deviennent petit à petit femmes, donc elles se disent non, moi j'ai ma fille de 12 ans, mais moi, quand elle est dans la salle de bain, je ne peux pas rentrer. Elle dit non. Et le matin, des fois, ça se bouscule parce que c'est une seule salle de bain, mais non, mais j'ai besoin d'être seule. Je suis désolée, même si elle est sur le pot. Donc, non, c'est surtout lié vraiment au fait que on viole leur espace intime. C'est ça, en fait. Donc, je ne sais pas si j'ai vraiment répondu complètement à la question. S'il faut aussi ajouter d'autres précisions, faites-moi le savoir. Voilà. Merci Mariama, ce que tu évoques, c'est très important parce qu'actuellement, justement, on est en train de travailler au niveau du réseau des stratégies concertées, hein, que ce soit avec le comité de pilotage wallon ou le GT-Pro bruxellois. On est justement en train de travailler pour mettre sur pied un outil enfant pour justement un outil qui expliquera en fait finalement aux enfants ce qui se passe lors de cette consultation avec le médecin chez les gynécologues. Et donc, ce serait, voilà, la première étape, ce serait vraiment la discussion, comme tu disais, Éléonore, avec la psy, qui prépare déjà la petite à cet examen-là qui va suivre. Donc, actuellement, il y a un ensemble de professionnels membres du réseau des stratégies concertées qui sont justement en train de travailler à l'élaboration d'un outil, justement, pour permettre d'expliquer aux filles et aussi aux ados les différentes étapes de cette consultation-là et le pourquoi. Et donc, l'objectif aussi de cet outil-là, c'est de pouvoir aussi avoir un regard sur le respect des droits de l'enfant. Et donc, c'est aussi des éléments qu'on a beaucoup entendus et sur lesquels nous travaillons actuellement. Voilà. Je ne sais pas si, Éléonore, tu voulais rebondir sur ce que Mariama a dit ou si on ouvre la parole aux questions. Je vois qu'il y a 2 nouveaux messages. C'est des remerciements. Ah, ok, super. Donc, voilà, je propose alors, c'est antenne libre. Enfin, antenne, on est pas fini. Voilà, voilà, c'est le moment des échanges. N'hésitez pas. Si vous avez une question à poser, vous ouvrez votre micro et puis vous prenez la parole. Sinon, vous avez toujours l'espace de discussion là pour adresser vos questions. Vous pouvez aussi partager quelque chose qui vous vient en tête en rapport avec une difficulté que vous avez eue ou une situation de travail. Ok, je vois qu'il n'y a pas de réaction. Donc, ça suppose que c'était très clair. Mais c'est bien, hein, voilà. Il ne faut pas souvent demander voilà, plus, quoi. Et voilà, je propose alors tout doucement de clôturer alors voilà, cet après-midi d'échange voilà, sur la thématique de l'accompagnement individuel des enfants qui ont été à risque d'excision. Alors, je vais fermer ça et je vais repartager mon écran.
Il y a Charlotte qui fait un message de remerciement. Merci à toi, Charlotte, pour tes interventions. Je propose alors tout doucement de conclure. Alors, s'il n'y a pas de questions, je vous propose de prendre 2 minutes pour une petite évaluation. C'est important ici parce que voilà, les ateliers en ligne, c'est vraiment le format qu'on a observé que les professionnels préféraient le plus. Donc, l'objectif, c'est de pouvoir voilà, y mettre des éléments qui vous semblent le plus importants. Donc, on a fait cette petite évaluation pour recueillir un petit peu vos retours sur chaque atelier en ligne. Le but, c'est justement améliorer les suivants, mais aussi avoir des points d'attention sur lesquels voilà, on ne prête pas attention. Voilà, je me répète, mais bon. Alors, je vous propose de mettre le lien. Je vous mets le lien dans le chat. On prend 2 minutes. On répond à la petite évaluation et ensuite, on vient pour la conclusion. Je vous mets le lien dans 2 secondes. Tac. Voilà, le lien, il est là. Je vous propose de prendre 2 minutes, on y répond. Ensuite, on conclut tout doucement et je vous présente l'agenda des prochains ateliers en ligne. Pour info, c'est le dernier atelier avant l'été. Hein, donc, le prochain, ce sera à la rentrée. Donc, c'est bien que vous ayez pu assister. Et comme je disais, l'atelier va être enregistré. N'hésitez pas voilà, à en parler aux autres professionnels. Hein. C'est disponible sur le site des stratégies. Il y en a voilà, qui voilà, peuvent les revoir. Et voilà, c'est aussi utilisé comme outil hein, par les personnes qui n'ont pas pu assister, mais aussi pour revoir aussi. Hein. Alors, on prend 2 minutes, on remplit la petite évaluation. Ensuite, on revient pour la conclusion. Je vous remercie. N'hésitez pas si vous pointez des éléments voilà, sur lesquels vous souhaiterez qu'on approfondisse un petit peu plus. C'est vraiment l'occasion hein, lors de ces évaluations. C'est vraiment très précieux pour nous pour pouvoir voilà, être en adéquation par rapport à vos besoins et vos attentes et à nous ce qu'on met sur pied, ce qu'on offre dans ces ateliers en ligne. Pardon. Éléonore, tu passeras le bonjour à notre invité qui est passé très furtivement. Oui, il y avait une curieuse un peu chez moi qui a... Très bien, je vous propose alors de conclure. Donc à vos agendas, on va déjà vers la fin hein, des différents ateliers en ligne. C'est vrai qu'il y en avait 5 pour cette année, on en a déjà fait 3. Il en reste 2. Et comme je disais, ça, c'est le dernier avant les grandes vacances. Et donc, on reprendra à la rentrée. Ce sera le 4e atelier. Et lors de ce 4e atelier, nous allons aborder la question de l'approche individuelle de l'adulte et du groupe. Et donc là, on parlera voilà, du suivi psy individuel. Et donc ça, ce sera le 29 septembre de 14 à 16 heures. Hein. Donc l'heure ne change pas, vous connaissez. Et le 5e atelier, donc ce sera le dernier atelier de l'année 2022. Ce sera sur la question du rapport psy et son instrumentalisation. On aura l'occasion justement de pouvoir co-organiser cet atelier avec des avocates et des avocats pour avoir voilà, et des psys pour pouvoir avoir les 2 regards croisés. Alors,
Voilà, nous sommes arrivés au terme de cet atelier d'échange, de cet après-midi riche en échanges, en apprentissage et en partage, hein, notamment en partage du vécu de Mariama, mais aussi de partage de la vignette qu'Éléonore a bien voulu mettre à disposition. Et donc, l'objectif, c'était justement, comme je le disais dès le départ, d'avoir ce regard croisé, de ne pas se focaliser sur une seule situation, de pouvoir mettre en évidence que il y a plusieurs cas de figure qui peuvent se présenter à nous sur le terrain, et c'était un petit peu ça, d'avoir un autre regard, notamment celui de Mariama. Et donc, comme je disais dans TAM, hein, au niveau des stratégies concertées de lutte pour l'abandon des MJF, nous avons aussi bien la coordination bruxelloise et la coordination wallonne. Donc, n'hésitez pas, hein, je lance encore une fois l'appel pour rejoindre le comité de pilotage wallon qui actuellement est en demande, hein, de pouvoir s'agrandir. Donc, n'hésitez pas, si vous êtes une structure ou alors une personne concernée qui souhaite rejoindre ce comité-là, n'hésitez pas à prendre contact avec nous pour intégrer le comité de pilotage wallon. Mais aussi, vous pouvez rejoindre le groupe de travail professionnel de la coordination bruxelloise, ou tout simplement être membre des stratégies concertées. Si vous ne voulez pas rejoindre les deux comités, vous pouvez vous inscrire en tant que membre des stratégies concertées, et donc vous aurez toutes les informations nécessaires à travers notre newsletter. Alors, pour les différents contacts, Émilie, j'ai vu qu'il y avait ce besoin-là au niveau des outils. Donc, n'hésitez pas, si vous avez des questions en particulier, à me contacter, marianne@gams.be. Vous avez le site internet des stratégies concertées où il y a un onglet outils tech pour les professionnels avec les différents outils qui sont mis à jour, et les différents outils qu'on met également en évidence ici, hein, dans les différents ateliers. Et donc, c'est l'occasion de pouvoir y faire un tour et de voir un petit peu ce qui vous intéresse. Et comme je le disais, ces ateliers en ligne font aussi partie de cet outil tech-là, parce qu'on a remarqué que beaucoup de professionnels étaient demandeuses aussi que les enregistrements soient faits pour être réécoutés. Et donc, vous avez également le mail des stratégies concertées, hein, scmgf.be@gmail.com. N'hésitez pas pour toute question ou toute demande. Je n'ai plus qu'à vous remercier. Je vais juste passer encore la parole à nos deux intervenants pour avoir un petit peu leur retour de cet après-midi, et de voir si elles avaient encore un dernier mot pour nous pour la route. Donc, je vais laisser la parole premièrement à Éléonore. Éléonore, est-ce que tu as encore, c'est quoi ta petite conclusion? Si je fais encore un dernier tour de parole, comment est-ce que tu as trouvé cet atelier, et qu'est-ce que, tu pourrais Moi, je voulais vraiment remercier Mariama, parce que je trouvais que son partage était super en lien avec la vignette clinique aussi, mais vraiment super intéressant. C'était vraiment un très beau partage, et du coup, je trouve que je voulais terminer là-dessus et vraiment remercier Mariama pour ses interventions, et aussi tous les participants, et en particulier ceux et celles qui ont participé aussi de manière un peu plus active en posant des questions et en ouvrant aussi la réflexion. C'est toujours intéressant en fait à ce niveau-là. Donc merci pour cet atelier, merci de m'avoir invitée aussi. Merci à toi, Éléonore. Merci beaucoup d'avoir honoré à notre invitation. Mariama, est-ce que tu as un mot de conclusion? Quels sont tes retours sur cet après-midi d'échange? Est-ce que tu as des points d'attention que tu voudrais soulever ici et adresser à tout le monde? Je te dirais merci de m'avoir donné l'opportunité de faire ce partage sur mon expérience et l'expérience de mes enfants. Et aussi, merci à Éléonore de faire le lien et de faire des éclaircissements. Et j'ai apprécié beaucoup aussi de voir il y a d'autres pratiques, enfin, pas de pratiques, mais d'autres manières de faire l'excision, ou alors, enfin, les aspects socioculturels. On voit bien que parfois on a des aspects socioculturels, mais qui peuvent être vraiment différents. Donc, ça m'enrichit, et
c'était vraiment intéressant. Donc, merci à toutes et à tous. Et voilà. Merci Mariama. Et je ne sais pas si quelqu'un dans l'Assemblée souhaite prendre la parole pour partager quelque chose ou tout simplement on laisse place au silence hein, avant de conclure cet après-midi. Mais la parole est à vous sans protocole. Vous pouvez ouvrir votre micro si vous avez quelque chose à partager. Super. Comme je disais, le silence fait aussi Ça partie. sera le Voilà. silence. Tout à fait. Ça fait partie. Voilà, il faut accepter le silence et on est très bien avec. Hein, donc, il n'y a pas d'obligation. Le silence aussi, ça traduit quelque chose. Écoutez, on s'achemine alors à la fin de cet atelier. Et moi, je n'ai plus qu'à vous dire merci à toutes et à tous d'avoir honoré à ce dernier atelier en ligne avant l'été. Voilà, je vois qu'il y a quand même pas mal qui n'ont pas pu assister. Il y a déjà le beau temps qui revient, ça devient un petit peu compliqué. Il y en a plein qui sont en train de clôturer voilà les différents programmes pour pouvoir partir en vacances. Je vous remercie toutes et tous, celles et ceux qui ont pu être présentes aujourd'hui. Et j'ai plus qu'à vous dire, voilà, on se retrouve à la rentrée le 29 septembre pour le prochain atelier en ligne. Prenez soin de vous et passez de belles vacances. Au revoir. Au revoir. Merci. Merci.